Il assurait également que le parement lisse final fut réalisé en commençant par le sommet et en descendant vers la base. Les historiens modernes pensent qu'Hérodote tenait ces informations de guides égyptiens locaux qui auraient enjolivé ou inventé une grande partie de ce qu'il lui racontait. Après tout, ils vivaient eux aussi 2000 ans après la construction de la pyramide et ne pouvaient que spéculer. Certaines des informations contenues dans le récit d'Hérodote sont aujourd'hui réfutées. Bien que certains éléments puissent être véridiques, il est impossible de démêler le vrai du faux. L'archéologie moderne n'a révélé que peu d'indices sur les techniques de construction des grandes pyramides, créant un fossé frustrant entre ce que l'on sait et ce qui est possible. La seule technique qui fait consensus est l'utilisation de rampes pour hisser les blocs. Quelques rares exemples de rampes de construction égyptiennes antiques, qui n'ont jamais été démantelées, subsistent, mais la taille, la pente, le nombre et le tracé de ces rampes sur la grande pyramide restent très controversés et ne font pas l'objet d'un consensus parmi les égyptologues. Une méthode de construction récente et novatrice a été proposée par l'architecte français Jean-Pierre Houdin. Au début des années 2000, Houdin a développé un modèle de construction complet pour la Grande Pyramide, utilisant une rampe interne, une idée suggérée par son père Henri, ingénieur civil à la retraite. En 2008, Houdin a coécrit un livre avec l'égyptologue Bob Brier, présentant l'idée d'une rampe interne au grand public. Un documentaire intitulé « Khéops révélé » a été réalisé sur cette collaboration. Récemment, le 25 octobre 2022, Houdin a publié une mise à jour attendue de sa théorie de la construction de la Grande Pyramide, un document de 154 pages. Ce nouveau document intègre les données et l'analyse de la mission Escan Pyramids, qui a annoncé en 2017 la découverte de plusieurs espaces vides cachés à l'intérieur de la Grande Pyramide. Ces espaces comprennent un vide en forme de couloir au-dessus de l'entrée nord, une immense cavité, connue sous le nom de Big Void, au-dessus de la Grande Galerie, et un petit vide en hauteur, dans l'angle nord-est. Avec la publication de ce nouveau document, il est intéressant d'examiner de plus près les idées de Houdin. L'histoire de Jean-Pierre Houdin est bien plus qu'une nouvelle approche pour une rampe permettant de hisser les blocs. C'est une histoire qui aborde tous les problèmes de l'égyptologie en matière de gardiennage et la question fondamentale de savoir qui peut raconter l'histoire des pyramides. Voici un résumé concis des principales idées de Houdin. La Grande Pyramide aurait été construite à l'aide d'une rampe interne en spirale combinée à une rampe droite externe sur le côté sud. La rampe externe n'aurait atteint qu'un tiers de la hauteur de la pyramide et aurait servi à transporter les poutres de granit et de calcaire les plus lourdes qui constituent les plafonds de la chambre haute. La Grande Galerie, opposée à la rampe externe, aurait pu mettre à profit sa taille et sa pente pour retenir des contrepoids sur un traîneau. Le traîneau lesté aurait été relié aux blocs les plus volumineux par des cordes pour faciliter leur ascension. Une fois la chambre du roi achevée, la rampe interne aurait permis de construire les 2 tiers supérieurs de la pyramide sans avoir besoin d'une rampe externe excessivement grande. Ces deux concepts, une rampe interne en spirale et le contrepoids de la Grande Galerie opposée à une rampe externe, sont les idées les plus importantes de Houdin. Le modèle de construction de Houdin offre des détails fascinants, mais ce sont la conception de la rampe interne et les contrepoids qui constituent le cœur de sa théorie. Ces deux idées clés résolvent certaines des plus grandes énigmes posées par la construction de la Grande Pyramide. La rampe interne élimine le besoin d'une rampe externe aux proportions gigantesques, tout en permettant un contrôle constant de la géométrie de la pyramide, qui serait autrement masquée par une rampe externe en spirale. La rampe externe droite, associée au contrepoids situé en face de la Grande Galerie, permet d'élever les blocs les plus lourds sur la pyramide sans avoir à changer de direction ni à mobiliser 600 ouvriers par bloc. Le temple solaire de la 5e dynastie de Nuséré présente une structure de rampe interne très claire, ce qui confirme la présence de ce concept architectural dans les vestiges archéologiques. De plus, la Grande Galerie porte des marques de frottement et des taches visibles sur ses côtés inférieurs, qui ne peuvent être que le résultat d'une force répétée considérable. Malgré la pertinence de ces idées et la richesse des détails présentés par Houdin, la quasi-totalité de l'égyptologie académique a ignoré ou rejeté ces théories d'emblée. Seul l'égyptologue Bob Brier, spécialiste des momies, a accepté d'examiner la théorie de Houdin et de l'aider à obtenir l'accès nécessaire pour poursuivre ses recherches.
Breyer a obtenu l'autorisation d'escalader la Grande Pyramide et de documenter l'encoche et la cavité adjacente sur l'angle nord-est, qui correspond à l'endroit où Houdan situe le virage de la rampe interne. Avant Houdan, personne n'avait avancé d'explication plausible pour ces caractéristiques. Cependant, après cette ascension, Houdan s'est vu refuser l'autorisation d'effectuer des inspections à la caméra thermique à l'intérieur de la cavité. La révolution du printemps arabe en 2011 a également créé d'énormes complications, marquant la fin de sa collaboration officielle avec l'égyptologie institutionnelle. Bien que Houdan ait été considérablement limité dans sa capacité à poursuivre ses recherches, ses idées ont suscité un tel engouement que des scientifiques ont commencé à le contacter au sujet de méthodes d'investigation plus approfondies. La méthode la plus importante proposée pour explorer davantage les pyramides était la myographie, qui permet de détecter les espaces internes dans la maçonnerie en fonction du nombre de muons qui traversent ou sont absorbés par la pierre. Le point culminant de la collaboration entre Houdan et un groupe de physiciens et d'ingénieurs du monde entier a été la création, en 2015, du Heritage, Innovation and Preservation Institute. Cet institut HIP a dirigé un consortium pour lancer la mission Scan Pyramids, une expédition scientifique utilisant des techniques de numérisation non invasive pour analyser la structure interne des pyramides. Mais le ministère égyptien des Antiquités est très regardant quant à l'autorisation de mener de telles recherches. Privé de participer à la mission Scan Pyramids en raison de son travail sur la pyramide de Khéops, Jean-Pierre Houdan accepta son sort avec philosophie. L'opportunité de percer les mystères des pyramides primait sur toute reconnaissance personnelle. Mais comme le veut l'adage, toute bonne action n'est pas toujours récompensée. Un comité scientifique, dirigé par l'ancien ministre Zahi Hawass, fut désigné pour superviser les travaux de Scan Pyramids. En 2016, la mission révéla ses premières découvertes, dont une nouvelle cavité cachée dans le coin nord-est et un vide derrière les chevrons au-dessus de l'entrée de la pyramide. Malgré l'impartialité qu'exige la science, Hawass, selon les dires, se montra prévenu envers la mission, influencé par son opinion personnelle sur Houdan. Scan Pyramids détecta ensuite une cavité immense au-dessus de la grande galerie, comparable à cette dernière. Ces résultats furent présentés au comité d'Hawass le 13 septembre 2017. En réponse, le comité imposa 3 conditions. Interdiction de toute divulgation médiatique à ce stade, publication des résultats dans une revue scientifique à comité de lecture avant toute annonce, et suspension des travaux de Scan Pyramids tant que ces conditions ne seraient pas remplies. Ces exigences mirent la mission en péril. La publication d'un article scientifique prend souvent 1 année et il serait difficile de garder une découverte aussi importante secrète. Cependant, grâce à l'expertise des scientifiques de Scan Pyramids et à l'importance des résultats, la revue Nature accepta d'accélérer le processus. Les résultats furent examinés et publiés le 2 novembre 2019. Le monde entier fut captivé par l'annonce de l'existence de cet immense vide, un moment historique pour les pyramides d'Égypte, la découverte la plus importante depuis l'ouverture des chambres de décharge par Howard Weiss en 1837. Pourtant, cette découverte suscita également une profonde tristesse chez certains égyptologues. David Lightbody, qui publia plus tard un article contestant les résultats de Scan Pyramids, exprima son désarroi 4 jours après l'annonce. Ces derniers jours ont été mentalement très difficiles pour moi, même si j'aime l'égyptologie et l'archéologie. Parfois, cela a causé d'énormes maux de tête et des chagrins à moi et aux personnes que je connais. Les derniers jours ont été une épreuve. Cependant, il semble qu'aujourd'hui, l'adage « c'est toujours l'heure la plus sombre avant l'aube » pourrait bien se vérifier. Plus tard, lorsque Lightbody a sollicité des commentaires sur son article intitulé « Questionner le vide », d'autres chercheurs ont constaté qu'il supprimait simplement les commentaires qui contredisaient son analyse. Bien que nous nous soyons écartés des théories de Houdan, le grand vide révélé par Scan Pyramids est l'élément central de cette histoire. Il est essentiel de souligner comment des critiques influents ont utilisé le prétexte de la science pour masquer leurs propres agendas personnels. Malheureusement, cette pratique est courante en égyptologie, et ce comportement répréhensible donne à d'autres individus partiaux une excuse pour rejeter l'archéologie scientifique, pourtant essentielle à la compréhension des pyramides.
Pour en revenir au grand vide, c'est cette découverte qui constitue la pièce maîtresse de la nouvelle version de la théorie de Houdan sur la construction des pyramides. À mon avis, la Grande Galerie en tant que rampe de construction a toujours été l'aspect le plus solide des idées de Houdan. Mais la conception originale qu'il avait présentée ne semblait pas optimale. La plupart des plus gros blocs de la Grande Pyramide se trouvent au-dessus de la chambre du roi. Et par conséquent, la Grande Galerie n'est pas idéalement située pour les élever aussi haut. Dans son modèle initial, Houdan avait besoin que les bâtisseurs maintiennent le toit de la Grande Galerie ouvert, afin que les cordes puissent toujours passer à travers jusqu'au contrepoids avec un angle aigu. Cependant, le grand vide pourrait potentiellement résoudre ce problème. Si ce vide est un espace incliné unique similaire à la Grande Galerie, il pourrait être utilisé pour aider à traîner ces énormes pierres jusqu'aux niveaux les plus élevés au-dessus de la chambre du roi. Il est raisonnable de dire que le grand vide constitue actuellement une preuve à l'appui de la théorie de Houdan sur la Grande Galerie. Mais même avant la découverte du grand vide, je pense que Hawass et d'autres commençaient à soupçonner que l'idée de Houdan pour la Grande Galerie avait du mérite. Il est particulièrement intéressant que dans le livre de 2017, Gizeh et les pyramides, il n'y ait aucune mention de ce qu'on appelle la Grande Marche au sommet de la Grande Galerie. On pourrait penser qu'une pierre avec un nom aussi célèbre, placée exactement au centre de l'axe nord-sud de la pyramide, mériterait au moins une marque de reconnaissance dans cette histoire définitive de Gizeh. En fait, ce qu'on appelle la Grande Marche est l'élément central du livre de 564 pages de l'égyptologue John Romer, intitulé « La Grande Pyramide », publié en 2007. Le voici dans l'émission télévisée 60 minutes qui en est obsédée. Lorsque nous arrivons à cela, qui est le chef-d'œuvre de toute cette fichue pyramide, c'est la refondation de la pyramide. Vous savez, c'est l'axe central. Nous la remettons en place. Il ne peut s'agir que d'un acte intentionnel de la part de Zahi Hawass d'omettre de mentionner ce qu'on appelle la Grande Marche dans son livre Gizeh et les pyramides. Et je pense que Jean-Pierre Houdan en est la raison. Si Houdan a raison et que la Grande Marche n'est pas du tout une marche, mais plutôt une tranchée comme elle l'était il y a plus de 100 ans, alors le département des antiquités égyptiennes a considérablement endommagé la Grande Pyramide avec cette restauration inexacte. Une tranchée faciliterait mieux le passage des cordes à travers elle plutôt qu'une marche qui provoquerait une friction excessive. Selon toute vraisemblance, la tradition arabe d'appeler cette pierre la Grande Marche est ce qui a conduit le département des antiquités à supposer qu'il s'agissait d'une marche et que la partie supérieure était manquante en raison de dommages. Zahi Hawass est l'ancien directeur du ministère des Antiquités. De nombreux travaux de restauration ont été effectués par le ministère, dont certains dans les années 1990 sous sa direction. Cela donne amplement de raison à Hawass de rejeter les idées de Houdan parce qu'elles impliquent le ministère dans la destruction d'une pièce essentielle de l'histoire. Mais plutôt que de reconnaître son conflit d'intérêts et de se récuser comme Jean-Pierre Houdan, Zahi Hawass n'a eu aucun problème à affirmer son autorité sur le processus scientifique. C'est pourquoi je frappe une équipe et avec moi se trouvent 3 étrangers qui sont des experts sur les pyramides et nous les corrigeons. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que l'égyptologie institutionnelle ne se soit pas engagée avec les idées de Houdan de manière sérieuse. Maintenant, je dirais qu'après avoir lu la nouvelle mise à jour de la théorie de Houdan, j'ai été un peu déçu. La plus grande faiblesse de l'approche de Houdan est qu'il propose une méthode de construction optimale qui réduit le besoin de main-d'œuvre manuelle. Mais les anciens Égyptiens disposaient d'une abondance de main-d'œuvre manuelle enrôlée. Je trouve peu probable que les bâtisseurs aient compliqué à l'excès la conception de la pyramide juste pour réduire la main-d'œuvre nécessaire. Dans le dernier modèle de Houdan, il ajoute des contrepoids verticaux, comme ceux que l'on trouve dans un ascenseur moderne, pour aider à alimenter la force de traction des mécanismes de la Grande Galerie. Je trouve cette solution improbable et je ne connais aucune preuve archéologique qui la corrobore. Il est certain que le grand vide agissant comme une seconde Grande Galerie avec l'aide de la force humaine serait suffisant pour faire le travail. Pour la défense de Houdan, il tente de tenir compte de toutes les données de la pyramide scannée, ce qui n'est tout simplement pas suffisant pour modéliser les structures cachées pour le moment. Houdan écrit qu'en 2017, il a subi une crise cardiaque.
Il se peut qu'étant donné le rythme glacial de l'égyptologie, il estime que cela pourrait être les dernières nouvelles données avec lesquelles il a l'occasion de travailler. Par conséquent, il pourrait faire avancer sa théorie aussi loin qu'il le peut maintenant, au lieu d'attendre plus d'informations. L'un des aspects du modèle de construction d'Houdan qui m'a toujours fasciné est l'aire de préparation des plus gros blocs, situés à 43 mètres de hauteur sur la face sud de la pyramide. Dans sa dernière révision, cette aire est toujours présente, mais elle doit être élevée en plusieurs étapes jusqu'à environ 58 mètres afin d'utiliser le grand vide comme espace de contrepoids. Les dommages inhabituels sur la face sud de la pyramide témoignent d'une méthode de construction moins durable pour cette partie, le remplissage de l'aire de préparation étant une cause potentielle. Cependant, certains détails de la théorie d'Houdan me semblent encore illogiques, comme l'insistance à affirmer que chaque pierre de parement était entièrement lissée avant l'installation. De nombreux exemples de pierres de parement en granit et en calcaire ont été installés avec la face extérieure brute. Houdan souligne que le calcaire de Toura est tendre lors de l'extraction, puis durcit rapidement. Mais si la taille de la pierre est plus facile à la carrière, le transport de pierres aux arêtes vives serait sujet à la casse, ce qui pourrait s'avérer plus coûteux à long terme. Les innombrables pierres de parement réparées de la pyramide rhomboïdale prouvent de la fréquence de tels dommages. Les petits conduits émanant des chambres du roi et de la reine sont un autre aspect de la théorie de Houdan qui me semble incorrect. Il affirme que ces conduits servaient à amplifier le son pour les ouvriers, coordonnant les contrepoids. Or, les conduits de la chambre de la reine n'étaient pas ouverts à leurs extrémités inférieures à l'origine. L'idée de Houdan selon laquelle les blocs qui les entourent seraient amovibles afin de pouvoir les ouvrir et les fermer est assez improbable. Si les conduits de la chambre du roi étaient restés ouverts, il n'y a aucune raison valable pour que ceux de la chambre de la reine aient que nécessiter une telle fonctionnalité d'ouverture et de fermeture. La théorie d'une rampe interne n'est pas développée dans le dernier article d'Houdan, mais il annonce 2 articles supplémentaires qui l'aborderont probablement plus en détail. Après avoir lu cette dernière publication et y avoir réfléchi, je crois pouvoir améliorer le modèle d'Houdan. Je ne suis toujours pas convaincu par l'idée d'une rampe interne, mais voici la modification que j'apporterai. Une rampe en spirale n'a pas besoin de commencer au bas de la face sud de la pyramide. Il serait beaucoup plus efficace de commencer cette rampe dans l'aire de préparation où se termine la rampe externe rectiligne. De cette façon, il n'est pas nécessaire de traîner les blocs sur un demi-kilomètre supplémentaire pour atteindre la même hauteur. Houdan commence sa rampe interne au bas de la pyramide parce qu'il essaie d'expliquer comment d'autres chambres et couloirs hypothétiques pourraient s'y intégrer. Mais je ne crois pas que de telles structures existent, et je ne pense pas que les ouvriers avaient besoin d'une voie d'évacuation pour sceller les chambres au-delà de ce qui a déjà été découvert. Il est intéressant de noter que les preuves physiques d'une structure de rampe en spirale, telles que les cavités nord-est, ne se trouvent qu'en hauteur sur le monument. Ces anomalies ne se trouvent pas dans le tiers inférieur de la pyramide. De plus, la maçonnerie où Houdan suppose que la rampe interne pourrait commencer ne présente aucun signe de conception inhabituelle. Enfin, l'idée de Houdan selon laquelle la rampe externe aurait pu être recyclée pour fabriquer la maçonnerie supérieure de la pyramide n'est pas aussi pratique qu'elle y paraît. La construction de la grande pyramide aurait généré d'énormes quantités de petits éclats de calcaire. Ce sous-produit gaspillé aurait pu être utilisé pour la rampe externe, consolidée par des murs de soutènement plus solides à l'extérieur. C'est d'ailleurs la conception que l'on retrouve pour les rampes dans les archives archéologiques. L'épopée de la découverte du grand vide au sein de la pyramide de Khéops trouve sa source dans le désir ardent d'un homme, Houdan, de percer les mystères de ce monument ancestral. Une curiosité insatiable, une persévérance hors du commun furent ses armes face au scepticisme d'une partie de la communauté égyptologique, prompte à minimiser son travail acharné. Ainsi, l'idée d'une rampe hélicoïdale, interne ou externe, optimisée par un point de départ situé là où s'achève une rampe rectiligne, prend forme. Quel que soit le degré de précision du modèle de Houdan, son effort colossal pour faire progresser la compréhension de la Grande Pyramide mérite une reconnaissance infinie. Face aux récentes publications de Houdan, Sarah Parcak, égyptologue, a exprimé un avis tranché. Le vide n'est qu'un écoparasite, un problème courant. L'ensemble du projet de scan de la pyramide est un non-sens absolu.
Je suis désolé que Houdan ait gaspillé son temps. Des propos d'une paresse intellectuelle flagrante, d'une inexactitude désarmante, qui laisse perplexe quant à la capacité de Houdan à supporter de telles attitudes depuis plus de 20 ans. En réalité, un écoparasite ne saurait être un problème courant en myographie pyramidale, puisque Scan Pyramide est la première mission à détecter un tel phénomène. Les résultats de cette mission n'ont révélé aucun écoparasite provenant des espaces internes de la pyramide rhomboïdale, utilisés comme témoins, ni des chambres de la pyramide de Khéops. La myographie a été menée par 3 équipes indépendantes, utilisant des angles de détection et des méthodes de scan différents. Toutes les équipes ont atteint un niveau de confiance de 5 sigma. Et de surcroît, un écoparasite n'est pas ce que David Lightbody avance comme explication du signal du grand vide. Ironie du sort, Sarah Parcak déplore elle-même le rejet des nouvelles technologies lorsqu'il s'agit de ses propres recherches. L'exploration des mystères antiques, en particulier ceux entourant la construction des grandes pyramides d'Égypte, représente un défi constant, exacerbé par la nouveauté des technologies employées. Face à des découvertes potentielles, l'enthousiasme se heurte souvent au scepticisme. En 2011, Sarah Parcak annonçait avoir identifié 17 pyramides cachées grâce à l'imagerie satellite. Mais 11 ans plus tard, aucune n'a confirmé cette hypothèse. Malgré les aspects parfois audacieux de la théorie de Jean-Pierre Houdan, l'égyptologie institutionnelle avance parfois des affirmations encore plus surprenantes. Il reste un travail considérable à accomplir pour percer les secrets de la construction de la Grande Pyramide et de ses consoeurs. Houdan nous offre un modèle idéalisé qui mérite notre attention. Son approche nous a conduit à la découverte d'un vide significatif et renforce notre conviction que des études plus approfondies pourraient révéler des informations précieuses. La véritable leçon de l'histoire de Jean-Pierre Houdan et de la Grande Pyramide réside dans le fait que la quête de la connaissance est un processus continu. Ce monument exceptionnel de l'Antiquité mérite notre temps et notre considération. Ces mystères recèlent des solutions accessibles, et c'est en adoptant la même détermination que Jean-Pierre Houdan que nous pourrons espérer les dévoiler.